Abordons à présent les premières affaires relatives à Internet. Dès l'année 1996, on a assisté à un développement considérable de ce que l'on nommera le contentieux de l'Internet. En ce qui me concerne, je n'avais pas une vocation particulière à traiter ce type de contentieux, mais le juge ne peut refuser de juger et il m'a fallu, bien entendu, m'investir complètement dans ce nouveau type de contentieux. Des affaires célèbres permettent d'illustrer mon propos. Tout d'abord, une affaire, les affaires Brel et Sardou. Des œuvres musicales avaient été numérisées et mises en ligne sans autorisation par des élèves de grandes écoles. Et les titulaires des droits de représentation et de reproduction de ces œuvres ont saisi notre juridiction pour qu'il soit fait interdiction à ces étudiants de poursuivre la diffusion de ces œuvres arguées de contrefaçon. Alors, ces étudiants avaient opposé un certain nombre de moyens à la demande des ayants droit ou des titulaires de droit. Ils faisaient valoir d'une part qu'on n'avait pas constaté la diffusion sur le réseau de ces reproductions d'une manière tout à fait libre, mais qu'en réalité, des agents mandatés par les titulaires de droit avaient pénétré leur domicile virtuel, qui était donc leur domicile d'ordinateur, et que ce faisant, ils avaient violé les règles relatives au domicile. Ils avaient fait valoir par ailleurs qu'on ne pouvait pas leur reprocher d'avoir commis des actes de contrefaçon parce que cette reproduction ou ces reproductions auxquelles ils s'étaient livrés étaient faites à des fins privées ou au titre de l'exception dite de courte citation. Alors, rapidement, quelques mots sur ces deux moyens qui avaient été opposés. En effet, on peut, vous le savez, toujours visionner des films, des œuvres diverses dans un cadre privé, et cela figure d'ailleurs sur chaque support que vous achetez dans le commerce. Vous pouvez également exploiter une partie d'une œuvre, un extrait d'une œuvre, que vous intégrerez à une œuvre beaucoup plus large, et vous aurez ainsi la possibilité d'invoquer l'exception dite de courte citation. Dans les cas qui nous occupaient, aucun de ces moyens n'était recevable, et il a fallu, bien entendu, faire droit aux demandes qui avaient été formulées, et donc demander aux étudiants de comprendre que leur attitude était à l'origine d'un préjudice pour les titulaires des œuvres. Une affaire qui est apparue très peu de temps après ces deux premières affaires, l'affaire Queneau, du nom de l'auteur de l'œuvre littéraire 100 000 milliards de poèmes. Dans cette affaire, le titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur l'œuvre avait fait constater que l'œuvre était diffusée sur le réseau sans autorisation, là encore à l'initiative d'étudiants, et il avait saisi notre juridiction d'une demande tendant à voir constater que cette diffusion constituait un acte de contrefaçon et un trouble qu'il convenait de faire cesser. Là encore, il a fallu statuer dans ce sens. On avait opposé à la demande les mêmes moyens que ceux que je développais tout à l'heure dans les affaires Brel et Sardou. Nous ne l'avons fait que dans un cadre privé. Nous n'avions pas destiné ces reproductions à un usage collectif. Et en tout état de cause, nous ne faisions que de courtes citations, puisque s'agissant des 100 000 milliards de poèmes, il était impossible de reproduire 100 000 milliards de poèmes. Par conséquent, quand nous reproduisions un poème, ça n'était jamais qu'une courte citation, c'est-à-dire un court extrait de ces 100 000 milliards de poèmes. Alors, puis nous fut soumise l'affaire E.H., du nom d'un célèbre mannequin qui découvrit sur le net que des photographies la représentant complètement ou partiellement dénudée circulaient sur le réseau à partir d'un site hébergé chez un hébergeur dénommé Altern.org. Cette affaire avait mis en évidence la fragilité de l'espace de vie privée dès lors que cette vie privée était étalée sur le réseau. Or, nous savons que toute personne a, sur son image, et sur l'utilisation qui en est faite, un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse et par écrit, et ce, quel que soit le support utilisé. En l'espèce, aucune autorisation
de ce type n'avait été sollicité, et pour cause, puisque la reproduction était le fait d'une personne qui possédait ces photographies et qui avait décidé, pour des raisons que nous n'avons pas développées aujourd'hui, de les diffuser sur le réseau. Par ailleurs, cette affaire posait la question de la responsabilité du fournisseur d'hébergement, lequel fournisseur d'hébergement répondait « Je ne peux pas être responsable du contenu de toutes les pages que j'héberge, parce que je n'ai pas les moyens de procéder à un tel contrôle. » Le juge que j'étais lui a répondu « Je ne vous demande pas de contrôler toutes les pages que vous hébergez, mais vous pouvez vous comporter un peu comme le fait un commissaire aux comptes dans une entreprise. Il contrôle par des sondages, et de temps en temps, peut-être à l'aide d'un sondage, pourriez-vous vous apercevoir que certaines pages constituent de véritables infractions ou de véritables atteintes aux droits des gens. » Et s'il avait procédé de la sorte, notamment en vérifiant le nombre de visites consacrées à ce site, eh bien, il aurait pu en effet s'apercevoir que ce site n'était visité par autant d'internautes que parce qu'il présentait un intérêt particulier, en l'espèce des photos, des photographies dénudées d'un jeune mannequin. Il faut préciser encore que ces photos avaient été prises à une époque où le dit mannequin était mineur. Puis, par la suite, nous furent soumises des affaires relatives à ce qu'on appelle le cybersquatting, c'est-à-dire l'appropriation illicite de marques déposées par le biais de l'enregistrement de noms de domaine. Il est arrivé que certains individus déposent, aux fins d'enregistrement, des centaines de marques régulièrement déposées, enregistrées, toujours valides, pour ensuite négocier la restitution de ces noms de domaine aux propriétaires de marques. Et puis certains propriétaires de marques, pour retrouver le plus tôt possible la propriété de ces noms de domaine, en tout cas pour récupérer tous leurs droits sur leur marque, eh bien, n'ont pas hésité, en effet, à acquitter des sommes très élevées parfois pour obtenir le transfert à leur profit des noms de domaine qui avaient été enregistrés à partir de marques qui leur appartenaient. Et deux affaires avaient été assez significatives. Une première affaire était une affaire dite Framatome. Framatome, chacun connaît. En tout cas, donc, est une société dont l'activité est diversifiée et regroupe différents aspects, bureau d'études nucléaires, architecture industrielle, entrepreneur général assurant la réalisation partielle ou complète de centrales nucléaires, etc. Donc vous voyez quand même un personnage, une société importante. Et cette société était titulaire de très nombreuses marques. Et en effet, ce qui devait arriver est arrivé. Un individu a décidé de s'approprier un grand nombre de marques déposées en enregistrant des noms de domaine comportant la dénomination Framatome. La procédure a avancé en ce sens que les parties ont échangé des écritures et puis au moment où je devais statuer sur cette affaire, elles se sont rapprochées et elles ont conclu une transaction au terme de laquelle ces noms de domaine avaient été donc transférés à Framatome, moyennant des conditions de réalisation de cette transaction qui ne m'ont pas été communiquées. En tout cas, cette affaire a connu une issue favorable. Une autre affaire a concerné le nom de domaine La Plagne qu'avait déposé un individu, et chacun connaît aussi La Plagne, qui est une célèbre station de ski. Et dans cette affaire, constatant que le déposant du nom de domaine avait évidemment détourné à son profit la marque La Plagne, qui avait été régulièrement déposée, j'ai ordonné, par une décision, le transfert du nom de domaine au profit de l'association propriétaire donc de la marque La Plagne, toute la montagne en 10 stations. Il s'agissait donc d'une marque assez développée. L'affaire dite Danone est également significative d'une atteinte aux droits des marques, dans un contexte un peu particulier toutefois, en ce sens qu'un réseau pour la liberté d'expression avait estimé pouvoir faire fi des droits de la société Danone sur ses marques dans le cadre d'une campagne
tendant à dénoncer les fermetures d'usines dans le groupe à partir d'un site intitulé « Je boycotte Danone ». Alors, s'il est vrai qu'à l'occasion du jugement de cette affaire, il n'a pas pu être interdit à ce réseau pour la liberté d'expression d'utiliser la dénomination Danone dans l'intitulé de son site « Je boycotte Danone », puisqu'en effet, on ne pouvait pas confondre en effet Danone, l'entreprise Danone, avec le site « Je boycotte Danone », puisque là, les termes étaient assez clairs. En revanche, l'appropriation de ce qui fait donc la force de Danone, c'est-à-dire sa marque, son logo, etc., n'était pas nécessaire à la défense des intérêts de ce réseau, à la liberté d'expression de ce réseau. Et c'est la raison pour laquelle, rappelant dans une ordonnance de mai 2001, vous voyez, qu'être responsable dans l'usage d'une liberté, fût-ce dans l'usage de la liberté d'expression, c'est d'une part exercer cette liberté dans le cadre légal qui la régit, et d'autre part, c'est ne mettre en œuvre que les moyens strictement nécessaires à la satisfaction des buts légitimes poursuivis, sauf à faire dégénérer cet usage en abus. Alors le réseau Voltaire a effectivement participé, c'était le nom de ce réseau, à un mouvement de contestation des décisions de fermeture d'usines dans le secteur de la biscuiterie par le groupe Danone. Et puis il avait lancé un appel au boycott des produits Danone sur le fameux site « Je boycotte Danone ». Mais pour ce faire, il a utilisé la dénomination Danone qui était protégée par le droit des marques. Et comme déjà rappelé, cette utilisation qui donc correspond à une référence nécessaire pour indiquer la destination du site et associé au terme très explicite « je boycotte » ne peut pas conduire dans l'esprit du public à une confusion quant à l'origine du service offert sous ce nom, que toutefois l'utilisation de cette dénomination dans les conditions que j'ai rappelées dans l'ordonnance constituait le moyen de nature à garantir et à satisfaire pleinement la libre expression. Il n'était donc pas utile de reproduire à l'infini, dans chacune des pages de ce site, les logos qui, eux, exprimaient effectivement Danone, qui identifiaient Danone et qui avaient été mis au point par Danone pour justement la prospérité de cette entreprise. Et ce qui était également essentiel aussi pour le développement de ses activités et surtout pour la protection de ses différents salariés. Une autre affaire de cybersquatting fut aussi l'occasion de réfléchir à la responsabilité potentielle d'un moteur de recherche. Le maire d'une grande ville, pour ne pas la citer, la ville de Paris, souhaitait enregistrer ses noms et prénoms en tant que nom de domaine. Et à cette occasion, il découvrit l'existence d'un site internet dont l'adresse comportait ses noms et prénoms et qui dirigeait les internautes vers 34 sites pornographiques. L'intéressé a demandé le déférencement du site qui portait atteinte à ses dignités, son honorabilité et recherchait la responsabilité du moteur de recherche. Il va de soi que découvrir qu'un site à votre nom ouvre grandes les portes de dizaines de sites pornographiques fut pour lui une grande surprise. Et plus qu'une surprise, une consternation même. Et il a fallu réagir. Alors la question s'était posée de savoir si le moteur de recherche, c'est-à-dire celui qui, à partir d'une information, avait permis d'aboutir à ce site, si le moteur de recherche pouvait engager sa responsabilité d'une manière ou d'une autre. En réalité, il était difficile de retenir la responsabilité du moteur de recherche dans la mesure où celui-ci, dès qu'il eut connaissance de la contestation, avait d'office déférencé le site litigieux. Et par ma décision, des dommages-intérêts ont été alloués à ce maire d'une grande ville, en l'occurrence de Paris, donc des dommages-intérêts pour l'indemniser du préjudice qu'il venait de subir. Il s'agissait en effet d'une affaire quand même qui était significative de ces dérives de l'Internet, et il a fallu très rapidement mettre un terme à de telles dérives. Deux autres affaires sont venues compléter, mais je répète une fois encore que cette liste ne peut être exhaustive, deux autres affaires sont donc venues compléter le palmarès des affaires qui ont été soumises à ma juridiction
et qui ont eu un retentissement qui a cette fois-ci dépassé les frontières nationales. D'abord, l'affaire Yahoo. Elle fut la première à connaître un retentissement international, et pour s'en convaincre, il suffit de la désigner dans les différents moteurs de recherche, tel yahoo.com, et on verra qu'elle marque toujours les esprits. Il faut dire aussi qu'à l'occasion de l'examen de cette affaire, avait été opposé aux demandes d'associations qui agissaient à l'encontre de Yahoo, avait été opposé le principe constitutionnel américain de la liberté d'expression. L'affaire Front 14, du nom d'un site hébergé aux États-Unis, site qui fédérait, animait, hébergeait un nombre important de pages personnelles à connotation raciste, antisémite, xénophobe, dédiées au combat contre les sous-races, la juiverie, l'envahissement islamique, au nom de la supériorité de la race aryenne, a conduit à s'interroger sur la possible responsabilité des fournisseurs d'accès. Après avoir examiné ou cité un certain nombre d'affaires, je souhaite faire le point sur les éléments qui étaient en discussion à l'occasion de chacune de ces affaires. Abordons à présent les points soumis à la discussion des parties à l'occasion de l'examen de chacune de ces affaires. Se posèrent tout d'abord des questions de compétence. Sans doute savez-vous que pour connaître d'une affaire, un tribunal doit être compétent pour connaître cette affaire. Et les règles de compétence sont définies tant au Code de procédure civile s'agissant d'affaires civiles qu'au Code de procédure pénale s'agissant d'affaires pénales. Je vous renverrai, pour ceux qui ont l'occasion de lire ces ouvrages réputés, je renverrai donc les étudiants aux articles 381 et suivants du Code de procédure pénale s'agissant des affaires pénales et aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile s'agissant des affaires civiles. Et vous verrez, ces textes sont très instructifs et vous permettront peut-être de ne pas commettre d'erreur lorsque vous déciderez, vous, à votre tour, d'assigner en justice. Alors, revenons aux affaires qui nous ont concernés. La contrefaçon en particulier. La contrefaçon est à la fois une infraction pénale et un délit civil. On peut la poursuivre directement au pénal, on peut aussi la poursuivre au plan civil. Et le tribunal compétent est celui du lieu de la commission de l'infraction. Ce que rappelle, évidemment, en matière civile, je le disais, l'article 46 du Code de procédure civile, et puis en matière pénale, les articles que je citais tout à l'heure. Alors, il est très vite apparu, à l'occasion de ces débats, qu'une déclaration systématique de compétence des tribunaux français, au motif que l'infraction avait été constatée et qu'elle était réputée commise en France, aurait pu avoir l'inconvénient de passer systématiquement outre les règles de droit international privé, c'est-à-dire les règles qui organisent la compétence des juridictions au plan international. Aussi, a-t-il fallu dans cette affaire Yahoo, et nous le verrons tout à l'heure, a-t-il fallu dans cette affaire Yahoo intégrer la notion de critère effectif de rattachement, c'est-à-dire se poser la question de savoir, notamment, si Yahoo ne s'adressait qu'à un public américain, ou si au contraire, Yahoo s'adressait à d'autres publics, en particulier au public français. De la réponse à cette question dépendait bien entendu la compétence des juridictions qui avaient été saisies. Outre les questions de compétence, se posèrent ensuite des questions relatives à la responsabilité des différents prestataires techniques. Alors parmi ces prestataires techniques, nous avons, et nous l'avons dit tout à l'heure, l'hébergeur, le fournisseur d'hébergement, nous avons le fournisseur d'accès, les moteurs de recherche, voire les liens hypertextes. Alors s'agissant des hébergeurs, je rappelais à propos de l'affaire EH du nom de ce mannequin que l'hébergeur avait l'obligation de veiller à la bonne moralité des personnes qui l'hébergeaient, au besoin en procédant, avais-je expliqué, à des sondages parmi toutes ces pages qu'il hébergeait, tous ces sites qu'il hébergeait. Et surtout, il était essentiel que l'hébergeur réponde à toute demande d'information que lui notifieraient les parties en exécution d'une décision de justice. Parce qu'en effet, l'hébergeur était le seul à posséder des informations relatives
au propriétaire du site hébergé ou des pages hébergées, et il a donc l'obligation, sur réquisition judiciaire, de fournir les informations relatives à ce site, au titulaire de ce site, au propriétaire de ce site hébergé chez lui. Les fournisseurs d'accès, la question de la responsabilité des fournisseurs d'accès, qui a essentiellement été envisagée dans le cadre de l'affaire dite Front 14, que j'examinerai également un peu plus tard, eh bien, la responsabilité des fournisseurs d'accès est beaucoup plus problématique, parce qu'en effet, ceux-là nous ont toujours opposé leur neutralité et surtout, techniquement, leur impossibilité d'envisager une quelconque régulation du réseau, n'étant, disait-il, qu'un tuyau dans lequel passaient des informations, et qu'il était donc impossible, inimaginable, d'envisager une restriction du fonctionnement de cette circulation d'informations. Quant au moteur de recherche, nous avons vu tout à l'heure quels pouvaient être éventuellement les risques encourus par certains moteurs de recherche. Quant au lien hypertexte, effectivement, c'est une question aussi qui a pu être évoquée lors d'une affaire qui avait mis en cause une association de juristes à la demande d'un journaliste, ou plus précisément, cette association de juristes découvrant dans un article de presse que son nom était cité au prétexte qu'elle aurait fourni un lien permettant d'accéder à un site de fabrication de fausses cartes bancaires. Cette association s'était émue d'avoir été placée dans cette situation et d'avoir été considérée comme participant d'une certaine manière à des actes délictueux, et donc a décidé d'intenter une action à l'encontre de ce journaliste pour diffamation. À l'occasion de l'examen de cette affaire, ont effectivement été évoquées les questions de la responsabilité des liens et du lien qu'avait introduit sur son propre site cette association de juristes réputés, et qui l'a conduit, par conséquent, devant notre juridiction. Il était apparu que ce lien avait été installé à titre informatif, mais que l'association n'avait pas mesuré tous les risques et toutes les conséquences de l'installation d'un tel lien. Et c'est bien la raison pour laquelle ce journaliste avait pu, grâce à ce lien qu'avait mis en place cette association, accéder à un site de fabrication de fausses cartes bancaires. Et tout cela a donné lieu à un débat assez intéressant sur la responsabilité de ces liens et bien entendu sur la responsabilité de l'association en question.